Bonjour à toutes et à tous. J'espère avant toute chose que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Je suis ravie, au nom de l'association, de vous accueillir à ces débats dans une formule revisitée, 100% en ligne et accessible à tous. J'en profite aussi pour remercier notre pianiste virtuose de la régie ainsi que l'équipe d'organisation. Oui, ce moment a été voulu, ouvert et accessible à tous, dans un esprit de solidarité entre toutes les générations, en tout lieu, cotisants et même non cotisants à titre exceptionnel. Adhérer est le premier acte concret qui fait rayonner nos valeurs de solidarité et d'engagement. Alors merci aux fidèles adhérents et merci par avance à celles et ceux qui vont nous rejoindre. Notre ADN nous engage pour la planète et pour les enjeux liés au vivant devant nous. Ces débats sont un lieu d'échange animé par une journaliste de talent qui se veulent libres et qui permettent de se nourrir de confrontations respectueuses et constructives. L'agronome dans ces débats, comme vous le savez, apporte éclairage, expertise, idées, solutions, ce qui en fait la richesse. Alors ce soir, un grand sujet nous unit, un sujet d'aujourd'hui et de demain, l'eau, ou plutôt devrais-je dire la rareté de l'eau, un sujet qui me tient particulièrement à cœur en spécialiste de ces questions depuis de nombreuses années. Comment améliorer la disponibilité des ressources qui se raréfient? Quelles adaptations conduire? L'enjeu est de trouver un chemin critique pour un nouvel équilibre. Et je suis sûre que ces débats seront riches, engagés, passionnés et apporteront leurs éclairages. Merci aux intervenants qui se prêtent à l'exercice et l'ont accepté, tant sur la forme que sur le fond. Pensez et repensez les modèles et les usages autour de l'eau et non contre la ressource. Bon débat à tous et à bientôt. Bonjour à tous, on est ravis de passer 1h30 avec vous. Alors vous serez généreux avec nous s'il y a des problèmes techniques parce que c'est pas toujours évident d'être sur Zoom. On a une question absolument cruciale et passionnante. Est-ce que l'eau va nous manquer? C'est un des grands défis du XXIe siècle qui est annoncé depuis longtemps mais qui devient crucial avec le réchauffement climatique. Et c'est vrai qu'il y a eu un rapport de l'ONU en 2015 qui disait qu'il fallait changer radicalement notre façon d'utiliser l'eau et de la partager parce que le monde devrait faire face à un déficit hydrique global de 40% en 2030. Alors j'ai trouvé d'autres chiffres, certains disent carrément 50% en 2025. On ne va pas se battre sur les chiffres, ce qu'on sait c'est que ça urge vraiment. Alors il y a des pays pour qui c'est dramatique, les îles, des régions désertiques, Malte, le Koweït, la Jordanie ou Israël, mais en France, nous avons énormément de chance parce que nous avons un réseau hydraulique très dense, nous avons une pluviométrie importante, de belles nappes souterraines, bref, on a beaucoup de chance pour l'instant, mais il y a quand même des inégalités locales et saisonnières. Je sais pas, en Bretagne, il y a un sous-sol granitique qui fait qu'on a moins de nappes souterraines que d'autres régions. Il y a des saisons avec des activités agricoles, industrielles, touristiques. Et puis, dans l'avenir, il va y avoir des développements de villes, l'augmentation démographique de la population, les conséquences du réchauffement climatique. Bref, on risque d'avoir de la pénurie en matière d'eau, plus de besoins en eau et sans doute moins de ressources. Alors, la première question, on va démarrer par ça. Donc, la première question, ce sera, selon vous, l'eau va-t-elle nous manquer? Après, on va débattre ensemble des solutions pour essayer de pallier à ce problème. Et après, on aura notre conclusion. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions. Alors, je vais démarrer tout de suite sur cette première question. Selon vous, l'eau va-t-elle nous manquer? Avec Luc Servant. Bonjour Luc, qui est vice-président de la CA, la Chambre d'agriculture de France, et qui est président de la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime, qui justement est assez concerné par ces problèmes-là. Donc, selon vous, Luc, est-ce que l'eau va nous manquer? Oui, bonjour à tous. Alors, je crois que si on parle de l'eau, il faut qu'on parle des deux volets, à la fois sur le volet de la quantité et aussi sur le volet de la qualité.
Et je crois que c'est effectivement deux choses différentes. Alors, si on part sur la quantité, en France, et vous l'avez dit, on a la chance d'être dans un pays où il pleut beaucoup, 180 milliards de mètres cubes qui tombent. Alors, c'est vrai que ça fait des chiffres impressionnants. Néanmoins, il en part aussi une grande partie parce que le climat en demande, elle s'évapore. Et donc, ce qui est disponible, on peut considérer qu'en France, sur un cycle d'une année, on a de l'eau disponible. C'est plutôt un problème de besoin, de concordance entre la disponibilité et les besoins qui peut poser souci en France. Mais sur un cycle global, je ne pense pas qu'on ait de difficultés en France de manque d'eau par rapport à d'autres pays qui en ont beaucoup moins que nous. Et on est classé dans les pays où la disponibilité en eau est encore la plus forte. Et donc, je crois que ça va faire l'objet effectivement du débat à venir. Comment est-ce qu'on gère cette disponibilité par rapport à des besoins qui, vous l'avez dit, qui évoluent, qui ne sont pas les mêmes sur l'ensemble du territoire. Par contre, sur le volet de la qualité, là, les choses sont un peu plus compliquées, peut-être, parce que quand il y a une évolution de la qualité de l'eau, c'est très long dans le temps pour revenir à une meilleure qualité. Et on le voit bien que tous les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui de reconquête de la qualité de l'eau sont très longs. Et pour ce qui est de l'agriculture, ce qui me concerne, on a mis beaucoup de dispositifs de protection de l'eau et on voit que tout cela est très long, qu'il y a aussi la problématique des nappes où l'inertie est très longue. Et il y a aujourd'hui d'autres pollutions de l'eau. Alors, on s'est beaucoup centré sur la pollution agricole, peut-être, la pollution diffuse. On s'est beaucoup centré sur les eaux usées, les eaux urbaines usées qu'il a fallu retraiter. Il y a eu beaucoup de dispositifs. Néanmoins, là, on voit qu'il y a aussi des nouveaux polluants qui arrivent, l'activité humaine, l'activité économique, l'agriculture, l'occupation du territoire, amène aujourd'hui à des nouvelles pollutions de l'eau avec des micropolluants, des microplastiques, des molécules qu'on n'a pas trop suivies jusque-là, les médicaments, les virus, c'est justement d'actualité. Et là-dessus, je crois que la question peut être quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus longue dans le traitement et les réponses beaucoup plus difficiles peut-être à trouver. Donc autant sur la quantité, je pense que c'est un problème de gestion dans le temps et dans l'espace, autant sur la qualité, ça me semble être un peu plus compliqué. Merci Luc. Alors, on a perdu André Flagelev. Enfin, on a perdu son image, mais il est en son. Donc, André, vous êtes maire de Saint-Venant et vice-président de l'AMF, l'Association des maires de France. Puis, vous êtes un peu une grande figure de l'eau en France. Vous avez été président du Comité national de l'eau, rapporteur de la loi sur l'eau et des milieux aquatiques en 2006. Alors, donc, votre réponse à vous, est-ce que l'eau va nous manquer ? Alors, je ne sais pas si elle va nous manquer, je crois simplement qu'elle manque déjà. Trois causes majeures, me semble-t-il, et je rejoins assez facilement Luc Servant et je vais élargir un peu. Nous avons les questions du dérèglement climatique, nous avons aussi des questions relatives à la surexploitation, et dans un certain nombre de pays, heureusement nous y échappons, nous avons le phénomène de financiarisation du patrimoine eau, c'est-à-dire en fait la confiscation d'un bien qui appartient à l'humanité par des intérêts particuliers. Ces trois causes majeures ont trois conséquences. Les conséquences de migration climatique que nous ne connaissons pas, mais les conséquences qui s'appellent la guerre de l'eau, et surtout une autre conséquence sur le long terme qui est la perte de la biodiversité. Et je crois que ce que Luc disait tout à l'heure, à savoir que la concordance entre la disponibilité et les besoins est de moins en moins évidente. Et en plus, nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour réparer ce que nous détruisons. Autrement dit, en clair, les pollutions domestiques et industrielles sont de moins en moins assumées. L'absence totale ou partielle de la chaîne de réparation, soit des eaux usées, soit des agressions contre la nature, et il faut le dire aussi, dans un certain nombre de secteurs, l'inadéquation entre la surexploitation agricole, l'utilisation des pesticides et des engrais, alors que la nature ne peut pas accepter l'ensemble de cette surexploitation. Quand on regarde bien, et je vais un peu plus loin, si je peux, peut-être que ça permettra de lancer le débat, on sort du Covid. Et je vois déjà les deux comportements contradictoires devant lesquels nous sommes quant à cette situation et que j'appliquerai à l'eau. D'une part, ceux qui disent mais il faut retourner à la normale, c'est-à-dire on s'en va, on continue à accélérer le développement linéaire et donc la surexploitation de la ressource en eau, ou au contraire, comme dit Pierre Dubreuil, il faut replacer le vivant au cœur de la relance et dans ce cas-là, il faut imaginer un nouveau schéma économique et une nouvelle relation à l'eau et à son environnement.
Merci André Flageolet. En effet, là, il y a plein de questions dont on va débattre. Gilles Huette, vous êtes ancien délégué général de l'association Eau et Rivières de Bretagne. Je pense que vous êtes assez en adéquation avec ce que vient de nous dire M. Flageolet. Est-ce que l'eau va venir à nous manquer, selon vous? L'eau, elle nous manque déjà. Elle nous manque déjà pour assurer la vie dans les milieux naturels, dans un certain nombre de secteurs de notre pays. Et elle nous manque déjà pour alimenter certains usages. Et je pense en particulier à l'alimentation en eau potable dans un certain nombre de secteurs. Je pense aux activités d'élevage sur le littoral qui souffrent aujourd'hui parfois d'un manque d'eau douce en période d'étiage. Et évidemment, le dérèglement climatique va accentuer cette difficulté et de façon paradoxale, ce que nous disent aujourd'hui les scientifiques, c'est que le déséquilibre va être encore plus brutal avec à certains moments des étiages extrêmement sévères et à d'autres moments une situation de surabondance qui va provoquer un certain nombre d'inondations. Donc, on est effectivement dans une situation où nous devons repenser nos comportements, repenser nos façons de gérer l'eau dans une situation où l'eau va être de plus en plus rare et il nous faudra sans doute apprendre la sobriété. Alors, Olivier Thibault, je vous donne la parole pour cette partie pour conclure notre introduction, entre guillemets. Donc, vous êtes directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, l'eau va nous manquer? Alors d'abord, bonjour et merci et bravo pour l'organisation de ce débat sur un sujet qui est passionnant et qui souvent entraîne des débats passionnés. Est-ce que l'eau va nous manquer? Moi, j'aurais tendance à dire oui et non. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait face à un vrai changement climatique. Je n'ai pas envie de rentrer là dans le débat des causes de changement climatique, mais on doit partager ce constat qu'il y a un changement climatique. Ce changement climatique, chez nous, ce n'est pas forcément moins d'eau. C'est souvent de l'eau différemment répartie. Et donc, on peut avoir un espèce de paradoxe, pas toujours complètement simple à comprendre, que c'est trop d'eau à certains moments, pas assez d'eau à d'autres moments. Et que c'est ce changement d'équilibre qui bouleverse nos habitudes, qui bouleverse notre façon de faire et sur lequel on doit se poser. Et bien sûr, il n'y a pas que la question de la quantité, il y a aussi la question de la qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire pour cette introduction, c'est que on vient de vivre 50, 60 ans avec une foi absolument incroyable dans la technique. Et moi, ça me parle bien, moi qui suis ingénieur, hein, à chaque problème, on considère qu'on va trouver une solution. Et ça, c'est quelque chose de très marqué dans notre système. Et si je le dis avec d'autres mots, l'homme se sent au-dessus de la nature et il pense ne pas avoir besoin de tenir compte de la nature. Et ça marche très bien appliqué à l'eau. C'est-à-dire que pendant beaucoup trop longtemps, on n'a pas considéré que la quantité d'eau était un sujet du problème. Et donc, on réfléchit à ce qu'on a envie de faire, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'aménagement des territoires. Et une fois qu'on a décidé ce qu'on voulait faire, alors on va se poser la question, tiens, au fait, comment je vais faire pour l'eau? Et là, on pense qu'il suffit de créer un barrage, il suffit de réfléchir autrement, il suffit pour trouver. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'exonérer de la nature et que la nature nous rattrape à un moment. Voilà. Et encore une fois, hein, c'est un sujet qui concerne toute notre civilisation et toute notre société. Et là, on voit qu'avec le changement climatique, ces systèmes deviennent de plus en plus prégnants. Voilà. Et pour terminer quand même sur une note positive, vu ce qu'on est capable de montrer comme capacité d'adaptation avec la crise du Covid, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on doit être capable de s'adapter à cette gestion différente dans le domaine de l'eau. Mais il faut commencer par accepter le fait qu'il y a un problème. Je pense que c'est par là que ça commence. Oui, ça, je pense que quand même, franchement, tout le monde voit quand même qu'il y a un problème. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourraient nous dire le contraire. Par contre, il y a… Non, bon, on va voir ça. On va aller tout de suite sur les solutions pour éviter ce problème. Il y en a énormément, on en a listé quelques-unes, mais on va déjà essayer de voir parce que vous avez beaucoup de choses à dire. On va démarrer par une des plus importantes, c'est la gouvernance. Quelle gouvernance pour une bonne gestion de l'eau? C'est un vaste débat, donc démarrons par Gilles Huette. Quelle gouvernance il faudrait?
Ouais, je crois qu'on a déjà un certain nombre d'atouts en main. Le premier, c'est sans... Oui, très sincèrement. Le premier, c'est sans doute qu'on a une politique de l'eau au niveau européen qui est claire, qui est stabilisée, qui a fixé un cadre commun à tous les pays de l'Union, un certain nombre d'objectifs à atteindre et un calendrier. On a au niveau national un dispositif de planification avec les schémas directeurs au niveau des grands bassins, des 6 grands bassins. On a des schémas locaux de gestion de l'eau et on a un État qui assume aujourd'hui, qui devrait assumer sa compétence réglementaire de police de l'eau. Alors, pourquoi, et je rejoins là-dessus le propos du directeur de l'eau, pourquoi aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements engagés? C'est la plupart du temps, il y a 2 raisons majeures. La première raison qui vient d'être évoquée, c'est qu'on a construit une politique de l'eau à côté des politiques d'aménagement du territoire, des politiques agricoles, des politiques de développement urbanistique, des politiques fiscales, et que très vite on en voit les limites. Quand la politique agricole commune ne prend pas suffisamment en compte les objectifs de qualité des eaux, eh bien, on voit tout de suite les résultats avec des teneurs en nitrate qui ont explosé ces dernières années dans un certain nombre de régions de France, ou la pollution par les pesticides qui atteint aujourd'hui des niveaux records dans un certain nombre de territoires. Quand la politique de l'urbanisme ne prend pas en compte suffisamment la question de l'eau, on a des agglomérations qui se développent et à côté des outils épuratoires qui ne sont pas à la hauteur des volumes d'eau usée qui sont déversés dans les canalisations et les réseaux d'assainissement. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, il est d'intégrer la politique de l'eau dans les autres grandes politiques d'aménagement du territoire, agricole, d'où la nécessité évidemment d'une réforme de la PAC qui prenne beaucoup mieux en compte aujourd'hui ces enjeux environnementaux, de biodiversité, de protection de l'eau, ou dans les politiques d'urbanisation. Le deuxième enjeu, c'est qu'évidemment l'État assume beaucoup mieux qu'il ne le fait aujourd'hui sa compétence régalienne de police de l'eau. Tant que l'État sera aveugle face à un certain nombre de situations infractionnelles graves, évidemment, on encouragera les comportements d'agression vis-à-vis de l'environnement. Aujourd'hui, on a en Lot-et-Garonne un barrage construit sans autorisation, des sanctions financières qui ont été édictées, qui n'ont pas été appliquées sans que l'État ne lève le petit doigt. Tant que l'État n'assumera pas son pouvoir de police, il encouragera des zones de non-droit qui existent aujourd'hui sur le territoire national. Et pour protéger l'environnement, on a besoin d'appliquer normalement, comme on le fait dans d'autres domaines, le droit, et pour ça, on a besoin d'un État qui assume sa responsabilité de police. Alors, Olivier Thibault, je pense que là, vous avez des choses à répondre à Gilles Huette et à tout le monde. Quelle est votre réponse et la gouvernance, comment vous la voyez? Alors, je commence par la gouvernance, puis après, je reviendrai sur la police. Sur la gouvernance, la première chose pour moi qui est vraiment importante, c'est qu'il faut mettre les acteurs concernés autour de la table. Il faut expliciter, diagnostiquer, comprendre les problèmes. Je trouve que dans ce domaine-là, la France n'a vraiment pas à rougir de ce qu'elle fait. Le principe des comités de bassin, avec tous les acteurs autour de la table, une expression qui est quand même relativement libre, des choses qui sont dites. Je veux dire, la gouvernance dans le domaine de l'eau, c'est le Grenelle de l'environnement, avec 50 ans d'avance sur le Grenelle de l'environnement. Et je pense qu'on peut quand même tous dire que le Grenelle de l'environnement a fait bouger les lignes dans le domaine de l'environnement ces dernières années. Et donc, cette gouvernance de l'eau, elle marche, elle permet d'expliciter, de partager les problèmes. Bon.
Mais partager les problèmes, ce n'est pas suffisant. Donc après, il faut une capacité d'arbitrage, et puis d'assumer ses choix, d'avoir des objectifs de moyen et de long terme, et de ne pas craquer sur le court terme. Il faut être capable d'expliquer ses choix, de les partager, de les assumer. Et il faut une gouvernance européenne forte, ça c'est sûr. Mais quand on dit ça, il faut aussi éviter que l'Europe soit le parapluie derrière on cache et derrière on s'abrite pour cacher en fait son manque de courage à assumer des décisions difficiles. Parce que on voit souvent hein, quand l'Union européenne apporte des aides, c'est l'État qui a gagné des aides. Et puis quand on a une directive qui pose des contraintes, c'est Bruxelles qui empêche de faire. Donc, faut avoir conscience de ça. Mais je pense que les directives européennes votées par les États, donc votées par nous, enfin engendrées par nous, c'est quand même elles qui nous ont forcés à nous reculer un petit peu par rapport à la pression du terrain et puis de partager un objectif fort. Aujourd'hui, l'Union européenne va vraiment dans le bon sens. Vous avez probablement vu l'Union européenne vient de sortir en même temps, le même jour, une stratégie européenne sur la biodiversité et une stratégie de la ferme à la fourchette, donc sur la stratégie agricole, le même jour avec des objectifs communs, ce qui, je trouve, est un très bon signe sur la transversalité et le fait d'avancer globalement sur tous ces sujets. Donc ça, sur la gouvernance, je pense qu'on a des billes, on a des clés qui nous permettent d'avancer. Le deuxième point que je voudrais souligner en réaction à ce qu'a dit Gilles, c'est une de nos vraies difficultés et qui est classique dans le monde de l'environnement, c'est comment sortir des politiques sectorielles. Parce que on a beaucoup trop tendance, et c'est normal et c'est humain parce qu'il faut simplifier des fois un petit peu les problèmes dans un monde complexe, mais à prendre une politique sectorielle et essayer de maximiser, d'optimiser cette politique sectorielle. Donc, moi, je considère souvent que les agriculteurs sont les victimes d'un système agricole qui s'est fixé un objectif de nourrir la France et le monde. Et quand on est en bout de chaîne, on subit les contraintes de toute la chaîne. Et donc, ce n'est pas forcément sur l'agriculteur qu'il faut taper, mais c'est bien sûr le choix global qu'on a fait au départ. Et ça se reproduit un petit peu sur chaque politique. La politique du logement, il faut loger les habitants, on se retrouve à artificialiser, à consommer de l'espace sans forcément penser à l'importance du foncier et des espaces naturels. Donc, on maximise le logement, on oublie l'artificialisation. On maximise la nourriture, on oublie la qualité des eaux, etc. etc. Et derrière, l'environnement se retrouve quand même souvent victime d'un certain nombre de politiques sectorielles. Et donc, il est hyper important d'arriver, et des fois c'est compliqué, mais d'intégrer l'environnement dans chacune de ces politiques sectorielles, d'avoir une vision un peu transversale. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. La dernière chose, moi je suis tout à fait d'accord avec Gilles, il faut de la police. S'il n'y a pas de police, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, on n'y arrivera pas. Donc le but n'est pas d'aller taper sur les gens pour se faire plaisir, mais enfin, je pense qu'on a tous en nous besoin d'avoir des forces de rappel, qui soient pécuniaires ou autres, qui font que ça nous aide à être vertueux. Et donc il faut des règles, et pour que les règles soient appliquées, il faut que quand on les suit pas, on ait d'une manière ou d'une autre des sanctions. Donc tout ça, bien sûr, doit se faire à un bon niveau, mais sans sanction, évidemment, le système ne marche pas. Donc après, il faut avancer progressivement et bien sûr, il y a des exemples et des contre-exemples qui nous font avancer. Gilles Servan, est-ce que vous vous considérez en effet comme des victimes, les agriculteurs, d'un système dont vous n'arrivez pas à vous en sortir? Et quel est un modèle idéal de gouvernance pour vous? Je crois que, par rapport à ce qui a été dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on a quand même beaucoup d'outils pour traiter de l'eau. Alors, pour définir des schémas ou des politiques de l'eau, on a des outils qui sont très larges, qui sont à la bonne échelle hein, sur le bassin, mais qui permettent, comme l'a dit Olivier Thibault, de mettre tout le monde autour de la table. Donc, on a les SDAGE, on a les SAGE, on a les clés sur les territoires, et là, on voit que l'ensemble des acteurs participent à la gestion de l'eau, ou à définir en tout cas des politiques. Quand il est question de mettre les outils en place, c'est vrai qu'après, on est beaucoup plus sur des secteurs, sur des financements très, très spécifique, en considérant qu'on va résoudre un problème à un moment donné, un problème précis, et que ça va résoudre l'ensemble de la problématique de l'eau. Et pour ce qui est de l'agriculture aujourd'hui, alors il y a eu des politiques agricoles qui sont mises en place en Europe et en France depuis longtemps. Il y a ensuite eu un volet qui est apparu sur le second pilier pour voir le rôle, pour accompagner et financer le rôle de l'agriculture sur les territoires, sur l'environnement, ce qui est apparu dans un second temps.
Mais aujourd'hui, on voit que c'est largement insuffisant pour accompagner une politique dont l'objectif principal était plutôt de produire à pas cher et de produire effectivement une quantité suffisante, et que l'impact qu'il peut y avoir à côté sur les territoires et l'environnement n'a pas été suffisamment pris en compte, et ça a été dit. Et on a mis des politiques en place, les mesures agri-environnementales, ce genre de choses, hein, beaucoup de mesures depuis 30 ans. Mais sans moyens peut-être suffisants pour accompagner tout ça. Et c'est resté quand même très agricole, et on l'a pris sur le budget agricole. Et donc, à chaque fois qu'on mettait un peu d'argent sur le second pilier, on le prenait sur d'autres politiques économiques. Et donc, finalement, on ne donnait pas plus de moyens à l'agriculture pour permettre de répondre à ces besoins. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut considérer ça de manière beaucoup plus large. On voit apparaître la notion de prestation pour service environnemental, par exemple, que pourrait justement une prestation, c'est-à-dire un impact que les agriculteurs ou l'agriculture aurait sur le milieu, sur l'environnement, et qui serait reconnu. Ce ne serait plus une conséquence ou un acte indirect de la production, mais ce serait finalement une prestation réelle qui est reconnue de l'agriculture sur le territoire. Et ça, aujourd'hui, sur le financement, on pourrait considérer que comme c'est une prestation nouvelle ou un service de l'agriculture, ça peut être financé par d'autres actions que la politique agricole, la seule politique agricole qui est là plutôt pour la partie de la production. Et donc peut-être élargir le financement justement sur cette prestation, ce qui permettrait d'encourager les agriculteurs, alors qu'on sort de 20 ans hein, sur les mesures agri-environnementales. Moi, je vois sur mon territoire Charente-Maritime, on les a beaucoup utilisées sur les zones de marais, sur les zones humides, ces mesures, pour maintenir l'élevage extensif, pour justement éviter qu'il y ait des impacts forts de l'agriculture. Mais à chaque fois, c'est un combat. Il faut aller chercher les financements. Les contrats sont difficilement renouvelés. Il y a le risque de sanctions. Et aujourd'hui, les agriculteurs en sont découragés, malgré des mesures qui ont quand même montré leurs effets à un moment donné. Mais ça a découragé le monde agricole. Donc, il faut vraiment qu'on trouve d'autres solutions et considérer que ça concerne beaucoup plus de monde. Et après, c'est sur la quantité ou la gestion quantitative. On a trop longtemps considéré qu'il suffisait de résoudre la problématique agricole de la gestion quantitative sur des prélèvements considérés trop importants pour qu'à côté, il n'y ait plus aucune difficulté. Et on s'aperçoit que finalement, avec le changement climatique, où il y a le réchauffement climatique et que d'autres besoins augmentent, ce n'est pas parce qu'on va arrêter les prélèvements agricoles, et moi je le vois dans les zones où il y a de l'irrigation, même si on réduit fortement ou si on arrête les prélèvements agricoles, que tout ira bien à côté, parce qu'il y a le changement climatique, il y a d'autres prélèvements qui augmentent. Et quand on met tout le monde autour de la table et qu'on considère que la problématique de l'eau, c'est multisectoriel, multi-usage, on arrive peut-être un peu plus à trouver des solutions et aussi à mettre des outils. Je prends l'exemple, quand on laisse l'agriculture gérer la question des réserves d'eau, dont on va peut-être aborder, par le monde agricole seul, c'est très compliqué. Quand on met tout le monde autour de la table, comme on a fait par exemple en Vendée, comme on a fait dans le sud-est avec les grands barrages, et que ça concerne tout le monde, et qu'on met des institutions, des syndicats mixtes en place, tout le monde est autour de la table, il y a la transparence, on voit que l'eau peut être multifactorielle, multi-usage, et là on arrive à trouver des solutions. Donc je pense que la gouvernance, pour revenir peut-être à la question initiale, doit être élargie aujourd'hui à l'ensemble des acteurs de l'eau pour trouver des solutions qui seront partagées par tout le monde. Merci. Alors André Flageolet, ça fait 30 ans que vous travaillez sur l'eau, donc quelle est votre opinion sur le problème de la gouvernance? Nous avons créé les agences de l'eau. Le premier défi, c'était les pollutions industrielles. Nous avons relevé ce défi. Le deuxième défi, c'était les pollutions domestiques et l'eau potable. Nous l'avons moyennement réussi. Et le troisième défi, c'est en réalité le monde agricole, avec l'ensemble, le cortège, comme vous voulez, de tous les problèmes qui se posent aujourd'hui. Et celui-là, nous ne l'avons pratiquement pas réussi. Pourquoi? La question, c'est pourquoi? D'abord parce que nous avons manqué certainement et de vision et d'anticipation. Parce que nous n'avons pas pris en compte les impacts du grand cycle. Et parce que nous n'avons pas voulu accepter ces belles directives européennes qui étaient pourtant une lettre de cadrage essentielle pour mettre en place des cercles vertueux. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait que la France avait créé un système permettant de prendre en compte la totalité des problématiques relatives à l'eau et au milieu, et que l'État n'a pas lui-même respecté les outils qu'il avait créés. J'entends par là que les agences ont été brimées dans leurs initiatives, rarement encouragées dans leurs résultats, qu'il y a eu des prélèvements massifs sur les fonds propres des agences,
qu'il y a eu des interventions au mépris même des décisions des parlements de l'eau qui étaient les agences de l'eau. Et aujourd'hui, on assiste à une situation absolument extraordinaire. D'une part, et Olivier Thibault a eu raison de le rappeler, l'Europe vient enfin de donner un texte qui est signifiant pour l'avenir, qui concerne la biodiversité et la réorientation des activités agricoles. Ce texte date du 20 mai. J'ai vu également un tweet du président de la République qui disait que finalement, l'écologie, l'environnement, la biodiversité, c'est le monde de demain. C'est l'après-crise. Et nous constatons aujourd'hui, nous, présidents de comité de bassin, alors que nous venons de proposer au gouvernement de simplement nous autoriser à utiliser l'argent que nous avons à hauteur de 500 millions pour relancer l'ensemble de la machine économique de façon immédiate. Et on s'aperçoit que les grands patrons de Bercy, que je ne connais pas, qui n'ont jamais été élus, que personne n'a jamais vu, ont décidé, une fois pour toutes, que nous n'aurions pas le droit de dépenser notre argent. Alors, si ce monde-là, c'est le monde de demain, je crains le pire pour la gouvernance de l'eau, pour la gouvernance de son avenir et pour la gouvernance de la biodiversité. Voilà ce que je voulais vous dire. Simplement, pour aller plus loin, il me semble que nous avons intérêt à considérer que les règles européennes qui nous sont imposées, directives cadres et directives filles, ne sont que des indicateurs de qualité pour le respect de la quantité, pour le partage de la ressource et pour un équilibre entre les milieux. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous sommes à un stade où il me semble qu'il faut repenser également, y compris pour les agences de l'eau, il faut repenser le dialogue Nord-Sud et repenser la totalité de notre partenariat avec des pays qui sont beaucoup moins favorisés que nous dans le domaine de l'accès à l'eau ou à l'agriculture. Et je crois enfin, troisième point, qu'il faut mettre en place une véritable politique d'éducation à l'environnement, de sensibilisation, parce que derrière se trouve également le rapport entre la terre et la mer. Quand vous voyez que nous ne sommes pas encore sortis du Covid et qu'on est déjà en train de ramasser les masques dans les rivières et dans les mers, il y a de quoi se poser des questions sur notre capacité à respecter notre environnement. Bon, alors vous avez tous beaucoup parlé du financement, qui est très lié à la gouvernance. Je pense qu'avant qu'on passe à d'autres sujets, si on y arrive, parce que le sujet est tellement passionnant, j'espère qu'on aura le temps de parler de tout. Gilles Huette, qu'est-ce qu'il en est pour le principe, pour le financement, qui là aussi pose beaucoup de problèmes en matière d'eau? Rapidement, si ça ne vous embête pas, je vous demanderai à tous, parce que sinon on n'aura pas le temps que je vous pose toutes les questions. La situation actuelle, c'est que, au travers des agences de l'eau et des redevances qui sont payées par les consommateurs d'eau sur leurs factures d'eau, les consommateurs d'eau domestiques financent à peu près 70 à 80% du budget des agences. Budget qui aujourd'hui consacre une part importante de ces aides à la dépollution liée à cette activité agricole dont on a parlé. Et il y a là un transfert de charges d'un secteur économique qui est l'agriculture vers les consommateurs d'eau et un transfert qui est tout à fait inacceptable et tout à fait injuste. Et c'est bien pour cela, si on veut sortir de cette spirale pollution-dépollution, qu'il faut que la politique agricole commune renforce son niveau d'exigence vis-à-vis des impératifs environnementaux dans l'attribution des aides qui déterminent aujourd'hui très clairement la façon de produire, les façons de produire en agriculture. Et on sait bien qu'on ne changera pas les résultats, notamment sur la qualité de la ressource en eau, sans changer notre façon de produire en agriculture et notre façon à nous de consommer les produits agricoles. Donc c'est bien au travers de la réforme de la PAC que ce lien entre l'activité agricole
et les impératifs, les enjeux environnementaux doit être accentué. Sinon, on ne s'en sortira pas et on continuera aujourd'hui de faire financer par les consommateurs d'eau de Saint-Étienne la dépollution des nappes phréatiques du bassin parisien. Ça n'a pas de sens et c'est injuste. Luc Servant, on en parle tout le temps, hein, cette PAC qui doit évoluer, on en parle beaucoup, mais ça ne vient pas. Comment ça peut se passer, le financement et la PAC? La question cruciale, c'est de savoir ce que le consommateur est prêt à payer quand il achète un produit alimentaire. Et on le voit bien aujourd'hui. Il est quand même prêt on voit bien avec l'évolution du bio qui est en train de bien progresser en France. Je pense qu'il y a quand même une clientèle qui est tout à fait prête à mettre le prix pour une qualité, non? Oui, une clientèle, mais enfin, on est à 5%, 10%, on a un objectif à 20%. Et aujourd'hui, une grande majorité des consommateurs ne sont pas prêts à mettre peut-être beaucoup de moyens dans la partie alimentaire. Ou en tout cas, on leur laisse le choix de mettre moins d'argent. Donc, soit on nous dit la production alimentaire ne doit pas coûter cher, on est mis en concurrence avec le marché mondial, et ça veut dire qu'il faut produire à pas cher, et les conséquences derrière, qui les assument après, soit c'est d'autres budgets, et c'est effectivement la situation dans laquelle on est. Soit on dit, au travers du produit que le consommateur achète, il doit payer effectivement la qualité du produit, mais aussi la qualité du milieu et les conséquences. Et quand j'entends Gilles Huet dire c'est insupportable d'avoir ce transfert vers le consommateur du coût de l'eau, de la qualité de l'eau, soit il faut le payer de manière indirecte par des aides à l'agence ou d'autres devances, soit il faut le payer au travers du produit agricole. Moi, en tant que producteur agricole, je dois vendre ce que je produis, mes céréales, mes produits, mon lait, tout ça, au même coût qu'on aura un producteur ukrainien, brésilien, argentin, ou je ne sais où, qui lui n'a sûrement pas les mêmes contraintes au niveau environnemental et social. Par contre, c'est leur prix de production qui fixe le mien. Et on me dit avec ça effectivement de respecter les surcoûts peut-être sociaux qu'on va avoir en France. On le voit avec la problématique de la main-d'œuvre. Et puis les surcoûts ou les contraintes environnementales. Et donc, si on n'arrive pas à régler ça au travers de la PAC, en disant le coût du produit agricole avec derrière des contraintes spécifiques, on le voit pour le bio, ça coûte quand même plus cher à produire qu'un produit classique ou en agriculture classique. Si le consommateur ne le paie pas au travers du produit, on se retrouve dans ces situations et à devoir le payer par ailleurs. Et ça, je crois que c'est la question peut-être de la future PAC. Soit le coût du produit, le prix du produit intègre l'ensemble derrière des prestations de l'agriculture et des contraintes qui sont demandées par le citoyen à côté qui n'a pas toujours le même comportement que le consommateur, soit on trouve d'autres sources de financement, et ça veut dire qu'il faut mettre des moyens supplémentaires et on les prend. André Flageolet, comment est-ce que vous voyez les choses en ce qui concerne le financement dont vous nous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs déjà? Il me semble qu'il faut respecter les agences dans leur gouvernance, dans leurs objectifs, et arrêter de les prendre pour des pompes à fric dépendant de Bercy. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la question agricole, elle est peut-être européenne, mais elle se signifie aussi dans de nouvelles relations au commerce international. On ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, nous exportons notre pauvreté, nos déchets, la possibilité d'acheter moins cher à l'extérieur parce que les conditions de fabrication de certains produits sont inacceptables à l'extérieur. Et je crois qu'il y a une réflexion grâce à l'Europe, mais aussi à l'intérieur de chez nous. Enfin, le troisième point, c'est qu'il faut réintroduire un certain nombre de niveaux d'intervention, comme par exemple les conseils régionaux, qui ont en charge l'environnement, l'écologie en général, etc., comme partenaires potentiels sur des opérations intéressantes. Je prends l'exemple qui est le mien. Nous souhaitons obtenir de l'Europe l'autorisation d'abonder les crédits en faveur des agriculteurs qui respectent les zones humides et qui maintiennent des prairies sur ces zones humides. Pour l'instant, nous ne pouvons pas. Nous avons demandé à la région qui est favorable d'accompagner cette politique parce qu'elle est d'intérêt général. Et les prestations pour services environnementaux doivent être étudiées non pas comme un salaire de compensation pour le monde agricole, mais comme étant une rétribution pour activité d'intérêt général. Il y a là tout un champ nouveau qui mérite d'être regardé et j'espère que nous aurons la possibilité
avec la nouvelle politique environnementale, d'explorer ces chemins-là. Merci à André qui, comme vous avez pu le constater, n'est pas vraiment de bois. Donc, je pense qu'Olivier Thibault, vous avez peut-être quelques réponses à apporter à André Flageolet. Ouais, alors il connaît par cœur mes réponses, hein, André Flageolet. Donc, rapidement encore, je suis désolée. Promis. Moi, ce que j'ai envie de dire sur ça, c'est d'abord, dans le domaine de l'eau, nous avons un outil formidable qui s'appelle le système des agences de l'eau, qui bien sûr a des limites, mais qui est un outil formidable d'investissement au service de la lutte contre les problèmes de qualité et de quantité d'eau. Et si on y arrivait sur le traitement des eaux industrielles, le traitement des eaux urbaines par temps sec, c'est grâce à ce système de mutualisation d'investissement qui marche très bien. On est à un moment qui est un peu crucial et difficile puisqu'on est parti d'un système qui était très strict sur l'eau paye l'eau et on tire un peu sur l'élastique vers un système où l'eau, la biodiversité doit payer l'eau et la biodiversité. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment l'eau qui commence à payer de plus en plus de choses. Et donc, on a un sujet d'inadéquation grandissante entre d'où vient l'argent récupéré et à qui on le donne. Bon, mais tout ça quand même permet de contribuer au cadre de vie de ceux qui payent, donc c'est quand même quelque chose qui reste très bénéfique. Après, André a parlé du sujet agricole. C'est bien sûr un sujet compliqué et c'est des sujets qu'il faut qu'on arrive à regarder dans leur globalité. Je vais vous prendre un exemple qui est typique et dont on entend beaucoup parler dans les médias, c'est le sujet des phytos. On a bâti un plan qui s'appelle plan éco-phyto avec un objectif noble qui était de diviser par 2 la quantité de phytosanitaires utilisés en 10 ans. Ça fait 10 ans. L'année dernière, on était plutôt à plus 20% que moins 50%. Donc, quand on regarde le résultat comme ça, je veux dire, quelqu'un de normalement constitué dit c'est un échec, c'est un patent de cette politique. C'est pas aussi vrai que ça parce qu'entre-temps, on a éliminé les molécules les plus impactantes, et les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques 1, enfin donc les trucs qui sont vraiment dangereux, et on va vers des choses qui sont moins dangereuses. Mais en tout cas, l'objectif n'est pas là. Mais quand on regarde, le plan éco-phyto est doté de 41 millions d'euros. Mais chaque année, on a entre 300 et 400 millions d'euros d'argent qui vont impacter les phytos, et dont une grande partie qui vient de la politique agricole commune. Et qui, cet argent va inciter à faire des choses pour nourrir mieux, etc., mais qui, de fait, va aller dans le mauvais sens. Et derrière, si on ne regarde pas la totalité de ce système-là, il ne faut pas s'étonner que les 41 millions d'euros, ce n'est pas eux qui vont peser par rapport aux 350 à côté. Et donc, si on ne regarde qu'une partie du système et pas l'ensemble, on peut avoir des vrais effets d'écart. Voilà, donc ça, c'est encore une fois, il faut savoir regarder l'ensemble. Sur le plan de relance, alors là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec André Flageolet, des fois ça arrive. Évidemment, on n'a pas eu encore de quitus général pour faire un grand plan de relance dans le domaine de l'eau. On vient quand même de valider 5 agences de l'eau sur 6, des plans de reprise avec des aides exceptionnelles pour favoriser la reprise rapide avec des appels à projets, des taux bonifiés, etc. Donc les agences de l'eau sont là au rendez-vous pour faciliter cette reprise. Après, au sein des enveloppes existantes, faut-il aller plus loin et comment ? C'est des sujets dont le gouvernement a dit qu'il prendrait des décisions dans le cadre du projet de loi de finances, ça se passera en septembre. Donc là, on est un peu en avance de phase par rapport à ce système-là, ça viendra. Mais comme on vient de passer une période où l'État s'endettait tous les jours d'1 à 2 milliards d'euros en plus par jour, hein, bon, il faut comprendre qu'à un moment, il faut regarder là aussi où est-ce qu'on va aller et comment on veut y aller. Et la dernière chose que je voulais dire sur le financement, c'est qu'il faut intégrer le fait que l'eau va être plus rare ou plus disponible pareil, que ça va donc coûter de plus en plus cher et que du coup, je pense que ça impose 2 choses qu'il faut avoir en tête. La première, il faut essayer d'en utiliser moins, donc il faut travailler sur la sobriété des usages, sur des assolements agricoles différents, sur la réutilisation des eaux. Enfin, on a quand même tout un plan qui permet de dépenser moins. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est un peu en marge de ce qu'on dit aujourd'hui, mais à partir du moment où ça devient vraiment plus cher, il faut avoir des mécanismes sociaux de compensation. Et donc là, ça renvoie vers la tarification sociale de l'eau, de façon à aider ceux qui n'ont pas les moyens personnels de payer, de quand même vivre sereinement et dans des conditions acceptables avec l'eau. Voilà. Je ne vais pas plus loin, mais on voit bien que ce sujet, on peut le tirer longtemps. Alors, on va bien rentrer dans un sujet qui fâche, c'est le sujet des lobbies, qui en matière d'eau est quand même important. Moi j'habite en Bretagne, là, on vient d'avoir quelque chose de très important, c'est qu'il y a eu un livre sur algues vertes, l'histoire interdite. On est quand même
les algues vertes, c'est quand même très, très compliqué pour les Bretons. Il y a eu un livre qui est sorti et une des co-auteurs, Inès Ferraud, a subi des vraies pressions. Et donc, c'est une première en Bretagne, il y a un collectif de journalistes bretons qui ont signé une pétition pour demander leur indépendance. C'est un des exemples parmi d'autres de la pression des lobbies qui est de plus en plus forte sur l'eau, mais sur d'autres choses. J'aimerais bien avoir votre opinion. Alors, qui veut me répondre? Là, je pense que je vais aller plus vite en vous demandant qui veut me répondre pour qu'on ait le temps de… Voilà, on va commencer par Olivier Thibault parce que je pense que ce problème des lobbies est très important. Et justement, Olivier, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État quand même de contrer l'influence des lobbies et de nous protéger, nous, des lobbies? Oui, alors moi je pense qu'il ne faut pas lutter contre les lobbies, mais il ne faut surtout pas les cacher. C'est-à-dire que faire semblant de lutter contre les lobbies, faire semblant de penser qu'il n'y en a pas, c'est là qu'on fait les vraies erreurs et c'est là que ça s'exprime par derrière, qu'on ne l'assume pas et que ça devient un problème. Donc, pour moi, la première chose importante, il faut assumer qu'il y a des lobbies, il faut les exprimer et il faut rendre publique leur action. Et dans lobby, hein, j'entends tout lobby. Je veux dire, on peut parler des lobbies industriels, des lobbies agricoles, mais de fait, la protection de l'environnement est aussi une forme de lobby, etc. Les collectivités, tous sont légitimes à intervenir dans le débat. Je pense qu'il ne faut pas le cacher, il faut laisser l'exprimer. Et donc, il faut qu'on assume l'expression de ces choses. Après, ça, c'est la base. Ensuite, l'État doit arbitrer. Il doit garder en tête l'intérêt général. Et c'est le jour où on perd l'intérêt général qu'on commence à faire des vraies bêtises. Et donc après, il faut être capable d'assumer ces décisions et les expliquer. Deuxième point. Et troisième point qui est fondamental sur lequel on essaie d'avancer, c'est qu'il faut des mécanismes de rappel. Donc, il faut être hyper vigilant sur la question des lanceurs d'alerte, de la défense des lanceurs d'alerte qui peuvent contrecarrer un certain nombre de lobbies. Et il faut travailler sur les conflits d'intérêts dans les instances scientifiques. Par exemple, on a beaucoup parlé de l'ANSES, enfin, de type de conflit d'intérêts qu'on peut avoir. Et donc là, il faut poursuivre. Donc, il ne s'agit pas, et il faut évidemment pas verser complètement dans un sens ou complètement dans l'autre. Mais donc, en résumé, assumer les lobbies, les laisser s'exprimer et les montrer, arbitrer et défendre les lanceurs d'alerte. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait… Est-ce qu'André Flageolet, comme je ne vous vois pas, est-ce que vous voulez répondre ou alors je passe directement, parce qu'il est déjà 18h02, c'est effrayant. Non, ça ne me pose pas de problème. Les lobbies, pour moi, dans le sens le plus large du terme, c'est trois fonctions. C'est soit une fonction d'alerte, soit une fonction de contre-pouvoir et de contre-savoir, soit le véhicule qui conduit des intérêts économiques et financiers à approcher d'un peu plus près les lieux de pouvoir. Et en général, on réserve le mot lobby à cette troisième identité. Je pense, Olivier Thibault a raison, qu'il faut réglementer et non pas interdire. Il ne faut surtout pas cacher. Et il faut faire très attention parce que l'interdiction des contre-pouvoirs ou des contre-savoirs ou des intérêts financiers signifie deux choses. Un, que l'on donne le pouvoir à quelqu'un de limiter les possibilités d'action, de réaction, de contre-pouvoir, etc. Et surtout, la deuxième, c'est une forme d'hypocrisie et d'autodéfense qui signifie qu'on n'a pas la capacité de mettre en avant ses propres valeurs. Donc, moi, j'ai connu les lobbies quand, en 2006, j'ai rapporté la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. On a toujours gardé nos distances, c'est bien. Et à l'époque, il y avait, c'est vrai, des gens qui venaient vous expliquer des conceptions intellectuelles et économiques. Aujourd'hui, la financiarisation est passée par là et je crains qu'effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, les lobbies ne soient que des vecteurs à introduire des possibilités de négocier des espaces de liberté ou des espaces de vente pour des produits plus ou moins légitimes. Voilà, donc j'adhère à la position d'Olivier Thibault. Je pense qu'il faut même la renforcer par une véritable appréciation publique de ce que sont les lobbies, ce que certains d'ailleurs acceptent volontiers aujourd'hui. Est-ce que je peux dire un mot? Juliette, oui, en tant qu'association, vous avez des choses à dire, je suppose, là-dessus aussi. Oui, d'abord pour dire mon désaccord avec Olivier Thibault, les associations d'environnement ne sont pas des lobbies. Les associations de protection de l'environnement qui rassemblent des citoyens défendent, contribuent à défendre
l'intérêt général. Quand Eau et Rivières de Bretagne se bat pour protéger le littoral, les rivières, les nappes phréatiques, les citoyens n'en retirent aucun intérêt particulier. C'est quand même un peu différent de la situation de Monsanto ou de Bayer quand ils défendent leurs intérêts pécuniaires au travers de la commercialisation d'un certain nombre de pesticides. Donc, les mots ont un sens, et en tous les cas, les associations de protection de l'environnement ne peuvent pas être considérées comme des lobbies. Si on veut avoir en France une idée du poids des lobbies, il suffit ces derniers mois d'observer que quand un arrêté ministériel fixe à 10 mètres la distance limite d'épandage des pesticides vis-à-vis des habitations, dans le secret d'un certain nombre de cabinets ministériels, ce dispositif est affaibli. On modifie les textes pour permettre que cette distance déjà ridicule soit divisée par 2 dans le cas où des chartes sont mises en œuvre. Ces chartes écrites entre les utilisateurs de pesticides, pas avec les riverains, pas avec les associations départementales des maires, elles sont rédigées par les utilisateurs de pesticides. Vous voyez que si on veut avoir une illustration concrète du poids des lobbies aujourd'hui dans le domaine de l'environnement, on a là un exemple caricatural. Et il n'y a pas un préfet d'un département de France qui aujourd'hui ne signe pas les yeux fermés ces dérogations pour permettre de diviser par 2 une distance déjà ridicule. On va partir sur un sujet beaucoup plus consensuel. C'est les nouvelles techniques, les nouveaux métiers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pour qui c'est important. Le rôle des jeunes, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que par rapport à l'eau et pour préserver notre eau, on peut inventer des nouveaux métiers? Est-ce qu'il y a des… Bon, tout à l'heure, l'un de vous disait qu'on pensait toujours que la technique pouvait sauver tout, mais bon, est-ce qu'il y a quand même quelques techniques qui pourraient… et qu'est-ce qu'on pourrait donner aux jeunes qui nous écoutent comme rôle demain dans la gestion de l'eau? Qui est-ce qui veut me répondre? Je vais carrément dire qui est-ce qui veut me répondre, ça ira plus vite. Luc Servant. Oui, je veux bien répondre. Alors bon, j'ai pas répondu sur la question des lobbies parce que je crois qu'effectivement, il aurait fallu faire un sujet complètement… J'ai pas osé vous poser la question parce que vous étiez un petit peu… Voilà, mais bon, il y aurait effectivement… Je partage une partie de ce qui a été dit, mais en tout cas pas tout. Par rapport à la question qui est posée sur les jeunes et la jeunesse, moi je crois qu'aujourd'hui, la problématique… Alors, il faut qu'on trouve des solutions aux enjeux qui sont en place, et les solutions, pour la plupart, elles sont à inventer. On n'est pas dans la situation il y a 50 ans ou de l'agriculture il y a 100 ans, avec une population qui était beaucoup moins nombreuse, avec un mode de vie qui était très différent. Donc ça veut dire que si on veut répondre à ces enjeux, il faut trouver les nouvelles solutions. Et aujourd'hui, c'est par l'innovation, par les nouvelles techniques, et je crois que ce n'est pas des gros mots d'utiliser tout ça, qu'on arrivera à maintenir une agriculture performante, une agriculture de production assez importante pour nourrir une population qui augmente, avec des enjeux effectivement environnementaux et de territoire. Et je crois que la jeunesse est beaucoup plus imprégnée aujourd'hui par ça, puisqu'elle a quand même très vite, très tôt dans son éducation et dans ces milieux, la problématique environnementale qui ressort, la problématique de l'eau. On le voit bien, c'est très présent quand même dans les débats aujourd'hui, très présent à la télé, dans l'information, et donc sur les réseaux sociaux. Et donc les jeunes s'en imprègnent beaucoup plus tôt. Et en agriculture, on le voit qu'ils sont très ouverts aujourd'hui à de l'innovation, à chercher des nouvelles techniques. C'est pas des grandes méthodes. On n'a plus de modèle agricole peut-être comme on a eu il y a 50 ans, ou après la guerre, on a mis une politique agricole avec des modèles qui étaient diffusés sur le terrain. Aujourd'hui, c'est chaque agriculteur qui va trouver une solution sur son exploitation, sur sa ferme, sur ses champs, avec parfois des nouvelles techniques. Et là, on voit que les jeunes sont effectivement très, très impliqués, très prêts à ça. Et je crois que c'est une chance. Il faut qu'on s'appuie sur eux, parce qu'ils ont les techniques, ils ont l'envie d'avancer, ils ont soif d'innovation parfois. Et en même temps, je pense qu'ils sont à l'écoute de l'ensemble des enjeux. Donc, je crois beaucoup dans la jeunesse. Il faut qu'on les forme très tôt dans les collèges, dans les lycées agricoles, pour répondre à ces enjeux.
Alors, malheureusement, on va être obligé de… parce qu'il y a des questions. Donc, en fait, je vais un peu sauter plus rapidement que je ne pensais. Je vais vous demander à chacun de me faire, de conclure, c'est-à-dire comment est-ce que vous voyez la gestion de l'eau à l'avenir. Et puis, du coup, toutes les questions qu'on voulait évoquer, qu'on n'a pas pu évoquer, ça vous permettra peut-être chacun d'entre vous d'y faire une allusion. Il y avait, est-ce qu'il y avait des exemples à l'étranger intéressants? L'éducation dont vous avez parlé tout à l'heure pour changer nos comportements et nous apprendre à mieux respecter la nature, et puis le rôle du milieu associatif. Alors là, c'est un peu tout pêle-mêle parce que malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'aller en profondeur sur ces questions qui sont pourtant essentielles. Donc, je vais vous demander à chacun une conclusion. Comment gérer l'avenir de l'eau pour qu'on puisse avoir le temps d'avoir quelques réponses. Alors, Olivier Thibault, ouvrez le bal. Merci. Alors, en conclusion, pour moi, les choses importantes autour de l'eau, c'est d'abord quelque chose qui pour moi est une évidence et pour laquelle je me bats un peu tous les jours, c'est qu'il faut réapprendre à vivre avec la nature et pas contre la nature. Donc, il faut savoir utiliser la nature, montrer ce qu'elle nous apporte, s'adapter à cette nature. Et dans le domaine de l'eau, ça marche quand même très bien. Donc, au lieu, pour illustrer ça, au lieu d'essayer de faire… quand on a des inondations, on fait des barrages et des digues plus hautes. Quand on a des problèmes de sécheresse, on fait des retenues collinaires. Quand on a des problèmes de qualité, on fait des stations d'épuration plus grosses. Et souvent, en gérant un peu différemment l'eau au plus près de là où elle tombe, en désimperméabilisant les villes, en remettant de la nature en ville, en faisant des techniques douces d'aménagement, en faisant bouger un petit peu le type d'assolement qu'on peut avoir suivant les capacités des territoires, on arrive à faire beaucoup de choses et on arrive à retrouver des marges de manœuvre. Et du coup, le principe de rechercher des solutions fondées sur la nature est quand même quelque chose qui marche bien, qu'il faut avoir en tête. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut être capable de partager les constats. Il faut être capable d'assumer le fait qu'il n'y a pas autant d'eau que ce qu'on voudrait, partout où l'on voudrait, au moment où l'on voudrait. Et donc, il va falloir s'adapter, chercher de nouvelles solutions et changer un petit peu de paradigme. Il faut sensibiliser nos jeunes, il faut éduquer nos jeunes, il faut faire le pari de leur capacité de création et de créativité et s'appuyer sur les territoires. Donc, on râle beaucoup sur le fait que l'État produit trop de normes, trop de cadres, etc. Et dans le même temps, je trouve qu'on a une certaine capacité en France à toujours demander à l'État de tout cadrer et d'être capable d'apporter une solution pour tout. Dans le domaine de l'eau, et je pense que le monde de l'eau le montre bien, il faut faire le choix des territoires, d'une gouvernance locale, de solutions adaptées à chacun des territoires, et on ne fera pas la même chose en Bretagne que dans les Alpes ou que dans les Watringues, dans le nord de la France. Et donc, les solutions ne peuvent pas être les mêmes en fonction des différents territoires. Voilà. Et en laissant un peu de capacité d'initiative avec des lignes rouges, des règles claires et des solutions financières cadrées, on doit pouvoir faire face au sujet. Voilà. Merci. Luc Servant. Ouais, alors, il y avait une question effectivement qu'on devait aborder, c'était voir un peu ce qui se passait à l'étranger. Oui. Et c'est vrai, voilà, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure et sur la question agricole, quand on regarde un peu ce qui se passe en Europe un peu plus au sud ou en Afrique, l'Europe par exemple, l'Espagne stocke 10 fois plus d'eau que nous par rapport à l'eau disponible. Et au Maroc, moi je suis allé au Maroc une fois, ils ont dit une goutte qui arrive à la mer, c'est une goutte perdue. Donc, parce que pour eux, ils considèrent qu'une goutte qui coule, soit de l'Atlas ou qui tombe, elle doit être réutilisée pour l'agriculture et pour l'économie. Je crois qu'en France, quoi qu'on en dise, même si on dit que la situation n'est pas extraordinaire, on est quand même très très loin de tout ça, je crois. Et on arrive encore, on essaie de gérer l'eau pour répondre à l'ensemble des enjeux. Et bien sûr qu'il faut de l'eau qui arrive à la mer, et c'est pour moi qui vais dire le contraire en Charente-Maritime avec les ostréiculteurs qui sont sur la côte. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble, et tous mettre tout le monde autour de la table et essayer de trouver justement les outils pour gérer l'eau de manière collective et sur l'ensemble des usages et avec l'ensemble des acteurs, ce que je disais. On a quand même des disponibilités en eau. Alors, il y a les solutions fondées sur la nature. Et là, je sais, il faut accompagner même l'agriculture. On a parlé des zones humides. J'en ai beaucoup près de chez moi, mais il y en a
d'autres en France, où on accompagne les agriculteurs pour maintenir de l'élevage extensif, mais il faut continuer à pouvoir le faire. Et après, considérer sur la gestion quantitative, par exemple, que ce n'est pas que l'agriculture qui a besoin de l'eau, mais qu'il y en a besoin pour l'ensemble des usages avec de la pluie et du climat qui va changer. Et sur l'agriculture, alors on parle beaucoup de l'agriculture par rapport à l'irrigation, mais plus de 90% des surfaces, c'est de l'agriculture pluviale. Par contre, à qui on va demander aujourd'hui de garder des sols plus couverts? Il y a la question aussi du captage du carbone, ce qui veut dire des sols plus souvent couverts, plus de cultures qui vont consommer aussi plus d'eau. Et donc, tout ça aura aussi un impact. Donc, il faut vraiment prendre les choses dans leur globalité. Est-ce que la problématique de la captation du carbone est plus prioritaire ou moins prioritaire que l'eau? Est-ce que la qualité de l'eau ou la quantité est plus prioritaire que le territoire, les paysages ou l'économie? Enfin, il faut aussi mettre une échelle peut-être de valeur dans tout ça et trouver les solutions ensemble. Et les projets de territoire, les PTGE, un projet de territoire de la gestion de l'eau, je crois que c'est un bon outil qui est mis en place depuis 2 ans par une instruction ministérielle pour arriver à trouver un consensus, si possible, entre tout le monde. Merci. Gilles Huette, votre conclusion et réponse à toutes les questions que je n'ai pas eu le temps de vous poser. Oui. En France, on a du mal à réformer en dehors des situations de crise, malheureusement. La crise sanitaire qui vient de se passer, enfin, qui est encore là, elle a permis une prise de conscience de la fragilité de nos sociétés et plus globalement de la planète. Elle a aussi mis en évidence des changements de comportement, et on évoquait les comportements d'achat des consommateurs. Il y a eu un retour à l'alimentation locale qu'on ne connaissait pas depuis longtemps. C'est pour ça qu'on peut être optimiste, à la condition de s'appuyer de façon beaucoup plus résolue qu'on l'a fait sur les politiques qui existent et qui permettent, les politiques notamment économiques, et qui permettent de réorienter les choses dans le bon sens, parce que l'histoire a changé, parce que les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et on a cette chance extraordinaire que la politique agricole commune va être redéfinie dans les mois et les années à venir, parce que ça va prendre un peu de temps, et il faut surtout pas gâcher cette chance, parce que sinon on en prendra encore pour 15 ou 20 ans. Merci Gilles. Alors je laisserai le mot de la fin à André Flageolet, qui est politique et philosophe aussi, et qui, j'aime beaucoup cette phrase, vous dites que la politique c'est la petite fille de la philosophie. Donc j'aimerais bien aussi que vous nous donniez du sens, parce que je pense que tout ça, il y a un problème de sens finalement. L'eau, c'est aussi, c'est la vie. Donc, quelle est votre conclusion avant d'aborder quelques questions du public? André Flageolet. Quelques mots rapides, là, vu le temps. Je crois que l'une des premières conclusions que l'on peut tirer, c'est que nous sommes invités, à la fois par la réflexion et par les événements, à une révision drastique de nos comportements, que ce soit les comportements urbains, les comportements par rapport à la nature. Olivier a bien insisté sur cette idée qu'on ne commande à la nature qu'en lui obéissant finalement. Comportements également alimentaires. Nous sommes en train de gaspiller des ressources, de ne pas respecter les cycles de la nature, d'avoir une exploitation effrénée de nos matières premières. Tout ceci entraîne des phénomènes sociétaux dramatiques, soit pour les individus, soit pour les collectivités. L'évolution de notre alimentation, c'est l'obésité des uns, la famine des autres, la surproduction des matières, la production de déchets à n'en plus finir, etc. Le deuxième point me paraît important également, c'est que nous sommes au carrefour d'une révision essentielle du monde agricole. En 20 ans, les pratiques agricoles ont permis d'augmenter la production de 240%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la FAO. Mais il faut regarder le prix qu'a payé l'eau dans cette affaire, le prix que nous payons en termes de phyto et d'engrais, et je ne parle pas de la responsabilité des agriculteurs. Ils sont dans un système à la fois producteur du système et victime du système. Et enfin, il y a un troisième point qui me paraît, moi, capital.
c'est qu'il faudra bien que l'on intègre dans ces débats la place de l'intelligence artificielle et du numérique. On a parlé tout à l'heure trop rapidement des nouveaux métiers. En fait, il y a une immensité de nouveaux métiers où la robotique, la domotique, etc. vont venir nous donner des leçons ou nous permettre d'imaginer de nouveaux chemins pour une économie plus frugale, pour repenser le rapport Nord-Sud, et ça me paraît être un point de philosophie politique capital, réinventer la ville, inventer, découvrir plus exactement les océans que nous ne connaissons pas, bref, ce que Boris Cyrulnik appellerait installer un état de résilience. Et je ne peux pas m'empêcher, au moment où on sort de la crise du Covid, au moment où on s'interroge sur ce que l'on doit faire demain, je ne peux pas m'empêcher de relire La peste de Camus, de regarder où est la peste dans le temps court que nous vivons, où est la peste dans le temps long que nous avons à écrire. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ceux qui pensent que l'on a bientôt la chance de repartir dans une situation dite normale n'ont rien compris à l'avertissement que nous venons de recevoir. Il faut inventer de nouveaux chemins de croissance, de nouveaux chemins relationnels, de nouvelles relations entre l'homme et la nature, entre la terre et la mer, entre les territoires du Sud et les territoires du Nord. Voilà quelques réflexions qui me viennent avec le débat pour lequel je vous remercie et avec la crise dans laquelle nous étions et pour laquelle nous commençons à avoir quelques espérances de sortie. Merci André. Moi, ma conclusion, en tout cas, c'est qu'il aurait fallu qu'on ait 2 ou 3 heures parce que c'était un sujet trop riche et trop passionnant et que je suis désolée, on n'a pas pu. Mais bon, il y a encore une dizaine de minutes de questions. Est-ce que Geneviève, vous m'entendez pour nous donner quelques questions du public? Allô, allô? Ah, non. Bon, écoutez, ça, c'est le problème de la technique. Ça vient, ça vient. Ah, ça y est, génial. Génial. Bonjour à tous. Donc, Désolée, Geneviève, je vous ai pris votre temps de questions, mais bon. Voilà. On a combien de temps? On a 10 minutes, un quart d'heure? 10 minutes, sauf si on est en retard. Mais Ouais. Alors, j'ai une question de Christian Roche, qui est un agro 91. Ils m'ont tous donné leur CV, alors leur bio en tant qu'agro, donc je le dis. En cas de sécheresse globalisée en France, quelle part de notre production électrique resterait assurée? Est-ce que quelqu'un sait répondre à ça? Là, on revient vers du très technique, là. Qui se lance? Olivier? Ouais, je n'ai pas le chiffre, et puis ça dépend ce qu'on appelle sécheresse très aggravée, et puis est-ce que c'est une sécheresse hivernale ou estivale? Il y a 2 choses, en fait, qui peuvent être impactées. Il y a la capacité de production de nucléaire. C'est-à-dire que si on prend la Loire, on a un certain nombre de centrales nucléaires sur la Loire, et on voit aujourd'hui que la production d'électricité peut être limitée par la capacité de refroidissement par la Loire. Dit autrement, quand le débit dans la Loire n'est plus suffisant, on est obligé de brider les centrales nucléaires le long de la Loire pour éviter de trop réchauffer l'eau. Donc, il y a des protocoles, etc. Donc, et ça arrive régulièrement. Enfin, les années sèches, on est obligé de brider un peu l'électricité nucléaire, notamment sur la Loire. Ce n'est pas vrai sur les centrales nucléaires qui sont en bord de mer. Mais enfin, donc, ça impacte la production, ça peut impacter la production nucléaire. Ça, c'est une première chose. Après, la deuxième partie, c'est sur l'hydroélectricité. Donc, il y a 2 types d'hydroélectricité. Il y a l'hydroélectricité au fil de l'eau. Donc là, évidemment, on va turbiner l'eau qui passe. Il y a moins d'eau, on turbine moins. C'est juste une évidence. Et après, on a l'hydroélectricité qui est liée à un stockage. Donc, vous avez un barrage, on le remplit et puis on turbine au moment où on a besoin d'électricité. Si on a une vraie sécheresse hivernale ou si on a peu de neige, par exemple, sur un hiver, les grands barrages qui sont plutôt dans les montagnes, on a plus de mal à les remplir. Si on ne remplit pas complètement, alors évidemment, on ne pourra pas produire autant. Donc, quand on a des vraies sécheresses hivernales avec peu de neige, on est moins capable de produire de l'hydroélectricité en France aussi, donc ça impacte. Voilà. Après, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, aujourd'hui, la quantité d'eau qui tombe en France n'est pas un élément sérieusement limitant sur la production d'électricité que l'on peut faire. Ce n'est pas ça le pire.
évidemment, si on passait à un système Sahel, ça serait autre chose. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien. J'ai une question d'Hélène Donte, qui est une agro de 82. Du fait de la montée du niveau des mers, d'une part, et de la diminution des précipitations, d'autre part, risque-t-on d'aboutir à une salinisation des nappes phréatiques dans les régions côtières? Je précise qu'Hélène est normande. Là, je ne sais pas qui peut répondre, parce que c'est plutôt une question un peu d'ingénieur, non? Mais je ne sais pas. Qui peut répondre? Je ne veux pas monopoliser la parole, hein, mais juste pour dire que oui, ça commence à arriver. Nous avons des… En fait, on appelle ça le cône salin. Hein. Donc, vous avez l'eau douce qui arrive par les bassins et qui remplit les nappes, et puis la pression par la mer qui arrive sur la côte et remplit l'autre côté. Et donc, si on a moins d'apport d'eau douce, eh ben, on voit que la partie salée de la mer va remonter et ça se sent notamment dans les masses d'eau souterraines en bord de mer. Et donc, on a un certain nombre de collectivités littorales qui, parce que quand elles ont trop de monde, vont pomper un peu trop d'eau et parce qu'il y a un peu moins d'eau disponible, se voient la salinité dans les sols remonter. Et ça, on le voit sur un certain nombre de sur le littoral français. On a eu des cas dans le nord, dans les Watrins, on a des cas dans la Camargue, on a des cas sur les zones un peu plates où il peut y avoir des augmentations de population locale liées au tourisme et une quantité d'eau pas suffisante. Donc oui, c'est un sujet que l'on voit et qu'il faut gérer. Alors après, il y a des solutions techniques, hein, mais ça arrive. Et une autre question de Christian Roche, extraite d'une question de Christian Roche. Est-ce qu'on peut imaginer de réutiliser, est-ce qu'on imagine un jour de réutiliser des eaux usées pour différentes utilisations? Alors lui, il me demande pour des maraîchages périurbains, par exemple, mais est-ce qu'on peut même l'imaginer, pourquoi pas, pour de l'eau potable retraitée? Bah, oui. Normalement, oui, non? Qui veut répondre? Oui. Je peux répondre en partie, Luc Servant, parce que c'est effectivement une question à laquelle on y regarde de très près. Puisqu'il y a, là aussi, il y a des pays qui utilisent beaucoup plus d'eau, qui réutilisent beaucoup plus d'eau usée que nous, dans les pays du Sud. Alors, soit pour l'agriculture, mais certains pays, ça va au-delà, hein, c'est même de la réutilisation pour pratiquement en faire de l'eau potable. Et donc, les techniques existent aujourd'hui. Aujourd'hui, la question qu'on a en France, on a quelques contraintes là aussi par rapport à la protection des populations. Et si on utilise l'eau usée par aspersion, en irrigation par aspersion, il y a une crainte peut-être de voir partir les virus et bactéries dans l'air. Il y a des pays qui utilisent beaucoup plus d'eau. Et donc, on nous demande de l'utiliser pour l'instant que par irrigation, alors soit gravitaire ou par le sol, ce qui est beaucoup plus contraignant peut-être comme technique d'irrigation, c'est pas un problème technique. En tout cas, il y a des expérimentations qui sont en cours dans les secteurs où il y a besoin d'eau pour de l'irrigation, alors soit pour d'autres usages que l'agriculture, pour des golfs par exemple, mais aussi pour l'agriculture. Il y a plusieurs sites en France où il y a de l'expérimentation en cours pour effectivement essayer de redévelopper cette solution. La contrainte qui se pose par contre quand même, c'est par rapport là aussi à l'équilibre de l'eau. Les eaux usées sont rejetées dans le milieu l'été quand il y en a besoin peut-être pour l'irrigation, mais dans le milieu l'été où les débits des rivières sont déjà plus faibles. Et parfois, c'est vrai que ça représente une part importante du débit des rivières. Et donc, si on prend cette eau, même l'été, pour d'autres usages que la remettre dans le milieu, finalement, on amoindrit aussi le débit des rivières. Donc là, il faut retrouver aussi l'équilibre. Est-ce qu'il faut la stocker peut-être l'hiver plutôt que la mettre dans le milieu et la réutiliser aussi l'été pour l'agriculture? Là aussi, je crois que c'est un ensemble de questions à se poser, un équilibre à trouver entre les disponibilités. André Flageolet, vous vouliez répondre aussi? Simplement, on est quand même en France devant une lecture très précautionneuse du principe de précaution, c'est le moins qu'on puisse dire. La réutilisation des eaux usées en France est pratiquement impossible vu les contraintes imposées par le ministère de la Santé. J'en veux pour preuve également le débat que nous venons d'avoir depuis des mois et des mois sur la réutilisation des bouts de stations hygiénisées dans le domaine agricole. Alors, il y a un moment donné où le principe de précaution utilisé de façon trop sévère conduit à nous imposer une sorte de développement linéaire et non plus de développement circulaire parce que le déchet ne peut jamais redevenir un produit et est considéré comme devant être éliminé. Et c'est souvent l'incinération qui est mise en avant, ce qui coûte une fortune et surtout c'est d'un gâchis permanent.
C'est dit. Est-ce que j'ai droit à une question un petit peu plus polémique? Oui, bah, écoutez, il est 18h30, donc on peut grappiller un petit peu sur le temps si vous êtes toujours d'accord pour rester avec nous, messieurs. Donc, c'est Jean-Philippe Tollard, Agro 72. Il dit: quand le ministère de l'Agriculture et la direction de la FNSEA vont-ils inciter les agriculteurs à changer de pratique agricole pour abandonner le maïs au profit du sorgho fourragé, par exemple, pratiquer le goutte à goutte, ne plus labourer les champs pour laisser les conduits de vers de terre et l'eau s'infiltrer pour alimenter le sous-sol? Bref, quand est-ce qu'ils vont faire du bio, quoi, non? Pas que. Il y a de l'agriculture de conservation des sols qui est évoquée là-dedans. Alors, les techniques, enfin, en tout cas dans le réseau des chambres d'agriculture, c'est des techniques qu'on expérimente et qu'on cherche à développer hein, sur la réduction du travail du sol. Alors, se posent d'autres questions peut-être de produits phytosanitaires. En tout cas, ces techniques, il y a des groupes qui travaillent là-dessus et on essaie de les développer. Après, sur le changement de production, quand on parle du maïs au sorgho, c'est vrai que le sorgho a parfois l'image de moins utiliser d'eau. Si on regarde la quantité produite en fonction de l'eau utilisée, le sorgho n'est pas meilleur que le maïs. Il va peut-être supporter d'avoir un peu moins d'eau, mais il n'y aura pas plus de production avec du sorgho. Et après, l'agriculteur qui a un volume d'eau disponible, il va chercher finalement la culture qui va le mieux mettre en valeur l'eau. Mais on voit bien quand même que depuis quelques années, il y a une forte réduction du maïs irrigué dans les secteurs les plus sensibles. Et moi qui suis la partie Charente-Maritime ou Aix-Poitou-Charentes, il y a eu, ça a été pratiquement divisé par deux, les surfaces de maïs irrigué, au profit, alors parce que l'utilisation de l'eau a fortement été diminuée, et ensuite parce qu'il y a eu d'autres cultures qui ont été mises en place. Mais aujourd'hui, même sur du maïs, on a réduit de 30% à peu près le volume d'eau consommé, parce que déjà on gère l'eau de manière beaucoup plus raisonnée avec les nouveaux outils de pilotage et d'amener l'eau quand elle est nécessaire, parce qu'on a des variétés qui tolèrent un peu plus aussi la sécheresse, parce qu'on sème plus tôt. Le changement climatique fait qu'on a un peu décalé aussi les cultures. Et donc, il y a déjà tout un travail qui est fait pour réduire l'utilisation de l'eau. Mais le maïs, alors souvent un peu évoqué comme la bête noire, l'Europe importe de plus en plus de maïs et on l'importe d'autres pays d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est, où là aussi, je ne pense pas qu'ils aient le même souci de la protection de l'eau que nous, quoi. Donc, bon, il y a des évolutions, des choses qui se font, mais en même temps, c'est des cultures qui restent ou des produits qui restent aussi nécessaires. En plus, le maïs, on peut en faire beaucoup d'autres produits de substitution des plastiques, de l'amidon, enfin de beaucoup de choses. Donc, c'est une culture par laquelle il faut trouver l'équilibre, là encore, entre la possibilité de le faire, mais des usages qui sont aussi intéressants dans la question de l'après-carbone. Merci, Luc. Est-ce que l'un de vous veut rajouter quelque chose? Olivier, Gilles, André? Oui, juste pour dire que la question de l'avenir de l'agriculture, notamment au travers de sa relation avec l'environnement, la question climatique, la question de la ressource en eau, la question de la biodiversité, je vais dire, c'est une chose trop sérieuse pour être laissée entre les seules mains du ministère de l'Agriculture et de la FNSEA. Et cette espèce de comportement d'arrière-garde du ministère de l'Agriculture comme de la FNSEA, qui s'arc-boute sur une vision très, très corporatiste du développement agricole, est à l'opposé de la demande de la société de participer à ce débat sur quelle agriculture nous voulons, quels produits nous voulons demain, quel mode de consommation nous voulons demain, quel environnement nous voulons demain. Et effectivement, ces questions-là, elles ne peuvent pas être réduites à un seul débat entre la FNSEA et son ministre. Excusez-moi, je suis obligé de réagir un peu, mais je pense qu'il faudra peut-être qu'on présente à Gilles Huet, par exemple, par rapport à la FNSEA, le contrat de solution, qui est justement tout un ensemble toute une proposition de solutions mises en place pour aller justement dans les questions d'enjeux environnementaux, par rapport à la question peut-être des phytos, des engrais, de l'énergie, de la problématique du carbone, du climat, des territoires, des paysages. Enfin, il y a énormément d'enjeux aujourd'hui demandés à l'agriculture. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites. Ce n'est pas uniquement un débat d'arrière-garde. Alors là, je suis obligé de reprendre de ce mot, en tout cas, et de le refuser, hein, puisque je crois que tout ce qui est proposé dans ce contrat de solution, entre autres par la FNSEA, mais aussi dans les chambres d'agriculture, dans les réseaux qu'on a mis en place, dans les groupes défis pour voir accompagner les agriculteurs dans les conséquences que ça peut avoir et comment les accompagner de manière large
dans ces évolutions, avec la question économique quand même de l'agriculture, puisque des exploitations qui aujourd'hui dégagent peu de revenus, c'est très compliqué à les emmener, à les faire prendre des risques. La notion de risque, on veut travailler aussi sur cette notion de risque, et on ne peut pas se limiter à dire l'agriculture ne répond pas à un enjeu, vu justement l'ensemble des demandes qui lui sont faites aujourd'hui. Je peux me permettre d'ajouter juste un mot. Moi, il y a un point sur lequel je suis très sensible, c'est faut toujours faire attention à pas trop généraliser des idées. Donc, enfin, moi, je pense aussi que le monde agricole bouge pas aussi vite que ce que j'aimerais. Donc, je veux dire, j'ai pas de je passe de l'énergie à essayer de faire en sorte que le système accélère un petit peu et accompagner le monde agricole. Bon, moi, j'ai des choses qui me rendent optimiste, hein, parce que quand je vois les jeunes agriculteurs qui commencent et qui ont des projets d'installation, on voit qu'ils ont une sensibilité qui n'a rien à voir avec leurs grands-parents sur ce qu'est l'environnement, sur les risques liés à l'utilisation de produits phytosanitaires. Je vois cette préoccupation qu'ils ont de redevenir des gens qui apportent de la nourriture et pas des gens qui polluent l'environnement, et de ne pas être ces gens qu'on accuse de polluer tout le monde, etc. Et c'est cette volonté de trouver des solutions pour produire en étant durable. Donc je pense qu'il y a des voies. Et quand on regarde, c'est pas l'agriculteur qui veut pas, je veux dire, c'est un système, c'est un environnement, c'est des contraintes financières, c'est des systèmes d'aide. Donc, moi je le dis d'autant plus que je fais partie de la sphère État et de ceux qui font un certain nombre de ces cadres. La façon dont on va construire l'environnement pour les agriculteurs avec les directives européennes, avec la politique agricole commune, pour produire en étant durable. Donc je pense qu'il y a des voies. Deux fois. C'est Geneviève, je crois, qui a réouvert son micro et qui fait qu'on s'entend deux fois. Merci. Et donc, oui, la structure a tendance à jouer un rôle de protection des agriculteurs, et donc a souvent un peu trop tendance à revenir sur des solutions éprouvées, passées. Mais je dois reconnaître aussi, et notamment à la PCA, vous avez des gens qui cherchent des solutions et qui sont remarquables d'innovation aussi. Donc, il faut être capable de prendre tout ça et de pousser dans le bon sens. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que il faut pousser, il faut appuyer, il faut souvent se bagarrer un peu pour faire pousser des idées, mais ce n'est pas les agriculteurs en général. Voilà. Il faut, mais vite, non? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on entend ça depuis 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu, ça fait 20 ans que j'entends il faut, et il y a un problème de temps. C'est que le réchauffement climatique, lui, va de plus en plus vite, et j'ai l'impression qu'on est très lents, nous, les humains, pour réagir. Mais bon, est-ce que l'un de vous veut rajouter quelque chose avant que l'on se quitte? André Flageolet, je ne peux pas vous demander, parce que comme je ne vous vois pas… vous quitter, mais je voulais rebondir sur le dernier point là, parce que entre la position de M. Huet et de M. Servan, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que le monde agricole a répondu de façon immédiate dans des réalités de circuits courts, de production localisée, de recomposition du tissu social, économique et relationnel dans la crise, hein, et il faut saisir cette opportunité pour, entre guillemets, l'institutionnaliser. Parce que n'oublions jamais que, et en 2006 déjà que la loi sur l'eau c'était la même chose, n'oublions jamais qu'il y a un acteur que l'on ne voit pratiquement nulle part mais qui est omniprésent, c'est la grande distribution, parce que c'est elle qui donne un certain nombre d'ordres et qui oriente un certain nombre de consommations. Pardon de créer un autre débat. Oui, merci. Merci en tout cas de ce… Ah, bon. Non, excusez-moi, si je pouvais rajouter un petit mot, mais très rapidement, puisque l'agriculture est citée. Moi, je peux vous dire, je me suis installé il y a 30 ans en tant qu'agriculteur. Il y a 30 ans, il n'y avait pas la loi sur l'eau, qui est apparue en 92. Il n'y avait pas les directives nitrates qui est apparu. Et depuis, sur les exploitations, on prend tout ça en compte, sur la gestion des engrais azotés. On a mis des bandes enherbées, on a mis des couverts végétaux, on a supprimé beaucoup de matières actives qui existaient auparavant. Enfin, il y a eu tout un ensemble de dispositifs. Alors, quand vous dites qu'il faut aller vite, quand on regarde toutes les mesures qui ont été mises en place depuis 30 ans, qui n'arrivent peut-être pas au résultat escompté parce que le temps est très long, mais j'ai dû faire tout ça avec un prix du blé qui est payé le même prix qu'en 1984,
qui n'a pas du tout bougé en euros constant. Alors, il y a peut-être eu des attaques, mais enfin, depuis 35 ans, par rapport au prix, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Peut-être que les résultats ne sont pas immédiats, mais c'est vrai que dans les enjeux dans lesquels on est, les contraintes dans lesquelles on est, c'est vrai que c'est pas aujourd'hui simple tous les matins quand on se lève et de savoir ce qu'on va faire. Voilà, ça, je veux bien le croire. Et je ne parlais pas que des agriculteurs, je parlais de l'être humain en soi, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs, il y a les industriels, il y a nous, hein, les consommateurs. Je crois que juste, c'est tellement compliqué qu'on a du mal à réagir sur tout ça. Bon, écoutez, en tout cas, mille merci pour votre tolérance déjà, parce que même si vous n'étiez pas d'accord, le débat était extrêmement agréable et fluide. Votre souplesse, parce que techniquement, j'avoue que c'est quand même pas très facile, hein, un débat sur Zoom. Et puis vos propos qui étaient vraiment passionnants, qu'on pourra retrouver sur YouTube. Et puis une prochaine fois, alors, sur un sujet comme l'eau, je crois qu'on pourra en parler pendant des heures. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.